Vas-y, respire profondément. La moitié de cet oxygène que tu viens de respirer ne venait pas d'un arbre, il venait de l'océan. Alors, qu'arrive-t-il à l'autre moitié quand l'océan a disparu? Imaginons-le. Dans la partie la plus profonde de l'océan, la fosse des Mariannes, un trou s'ouvre. Pas un petit. Une bonde de la taille d'un pays aspirant l'eau de notre monde avec une physique impossible. Que se passerait-il en premier? Ce ne serait pas un raz-de-marée, ce serait le contraire. Un retrait global et tumultueux. Nous rencontrons Cora, qui vit dans une ville perchée sur la côte de ce qui était autrefois le Portugal. Elle ne voit pas une vague de destruction géante. Elle voit le port, tout simplement, vide. La marée se retire, et elle ne s'arrête tout simplement pas. Les bateaux de pêche tombent, leurs coques se fissurant sur la roche soudainement exposée. Quelques heures plus tard, toute la baie est un champ de boue. Puis l'horizon lui-même commence à s'abaisser. Le son n'est pas un rugissement, c'est un bourdonnement planétaire et profond. Une note grave que tu ressens jusque dans tes os alors que 1000 milliards de litres d'eau commencent à se déplacer vers un seul point du globe. Les premières victimes sont, bien sûr, celles qui considèrent l'océan comme leur foyer. Au cours des premiers jours, une grande hécatombe se produit, le plus grand événement d'extinction de l'histoire de la planète. Les baleines, les dauphins, les requins, tous les mammifères marins qui respirent de l'air s'échouent presque simultanément sur les littoraux en expansion du monde. Leur propre poids, qui n'est plus soutenu par l'eau, les écrase. C'est une symphonie d'écrasement, de gémissements et de craquements à l'échelle mondiale. Puis vient l'odeur. Des milliards de poissons, de crustacés et de plancton exposés à l'air et au soleil commencent à se décomposer. La puanteur est inimaginable, une couverture de mort suffocante qui flotte au gré des vents et recouvre des continents entiers pendant des mois. Ce n'est pas seulement un désastre écologique, c'est une apocalypse sensorielle. Après quelques semaines, le niveau de l'eau a baissé de plusieurs milliers de mètres. Et nous commençons à le voir, le vrai visage de notre planète. Les continents que nous connaissons se révèlent n'être que les sommets de montagnes colossales. Désormais, ils sont reliés par de vastes ponts terrestres nouvellement exposés. Tu pourrais, en théorie, marcher de New York à Londres. Le voyage t'emmènerait dans la plaine abyssale de Somme, une étendue sombre et boueuse, 1000 fois plus grande que n'importe quel désert de l'ancienne surface. Ensuite, tu devrais gravir la dorsale médio-atlantique. Ce n'est pas seulement une chaîne de montagnes, c'est la couture de la Terre. Une chaîne de volcans et de pics déchiquetés plus haut que l'Himalaya et 10 fois plus longue, dominant maintenant une atmosphère fine et sèche. Ce serait le nouveau roi incontesté des montagnes sur une planète qui en compte soudainement beaucoup plus. Nous découvririons des choses qui réécriraient nos livres d'histoire du jour au lendemain. Des épaves parfaitement conservées de toutes les époques de l'histoire humaine. Des anciennes galères phéniciennes aux cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. Toutes reposant sur le fond marin obscur comme des jouets dans un bac à sable. Nous trouverions les ruines de cités englouties, mais aussi des formations géologiques plus étrangères que tout ce que nous avons imaginé sur Mars. Il est difficile de se représenter la quantité d'eau dont nous parlons. Les océans en contiennent plus de 320 millions de milles cubes. Si tu pouvais, d'une manière ou d'une autre, former cette eau en un seul cube, il s'étendrait de Los Angeles à New York, et il serait tout aussi haut, dépassant de loin la Station spatiale internationale. La perdre ne nous donne pas seulement de nouveaux terrains, elle détruit fondamentalement notre monde. Donc, avec toutes ces nouvelles terres, l'humanité aurait plus d'espace pour s'étendre, n'est-ce pas? Faux. La nouvelle Terre est un cimetière toxique. Des millénaires de sédiments accumulés, de métaux lourds et de saumures volcaniques ont fait du fond marin une terre stérile et salée. Rien ne peut y pousser. Pour la communauté de Cora, l'ancienne côte est maintenant le bord d'une falaise, surplombant une chute vertigineuse dans un monde de boue incrusté de sel et de poussière étouffante. Les vents, qui ne sont plus adoucis par l'humidité de l'océan, deviennent brutaux et constants, soulevant des tempêtes de poussière de la taille d'un continent qui masque le soleil pendant des semaines. Mais le changement le plus terrifiant n'est pas ce qui se passe au sol,
c'est ce qui se passe dans l'air. Les océans sont le cœur de la planète, pompant la chaleur autour du globe grâce à des courants massifs. Sans eux, le système de régulation du climat s'arrête complètement. L'équateur devient une fournaise inhabitable, avec des températures grimpant régulièrement au-dessus de 65 degrés Celsius. Les pôles, qui ne sont plus réchauffés par des courants comme le Gulf Stream, plongent dans un gel profond permanent et insoutenable. Les zones habitables de notre planète se réduisent à 2 fines bandes tempérées. Et puis, il arrête de pleuvoir, presque partout. Environ 90% des pluies mondiales proviennent de l'évaporation des océans. Nous n'avons pas seulement vidé les océans, nous avons éteint le ciel. La forêt amazonienne s'assèche et brûle dans un incendie si vaste qu'il crée son propre système météorologique de fumée et de cendres. Les grands fleuves du monde, le Nil, le Mississippi, le Yangtze, ralentissent jusqu'à devenir un filet d'eau puis disparaissent, leur source dans les montagnes n'étant plus alimentée. La planète deviendrait un monde de poussière, de sel et de soleil. Mais le plus grand danger n'est pas la chaleur, ni même le manque d'eau. C'est l'air que nous respirons. Plus de la moitié de l'oxygène sur Terre est produit par une seule chose, le phytoplancton, de minuscules organismes microscopiques dérivant dans les zones ensoleillées de l'océan. Dans notre scénario, ils ont été les premiers à disparaître, mourant dans les toutes premières heures. Ainsi, la principale usine à oxygène de la planète a été mise hors service. En même temps, les océans agissent comme le plus grand puits de carbone du monde, absorbant d'immenses quantités de dioxyde de carbone. Sans eux, tout ce carbone n'a nulle part où aller. La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère monte en flèche. Cela déclenche un effet de serre galopant qui fait paraître le réchauffement précédent anodin. L'air lui-même commence à changer. Le niveau d'oxygène, lentement, chute. Respirer au niveau de la mer finirait par ressembler à une respiration au sommet d'une haute montagne. Pour Cora, chaque respiration est un peu plus laborieuse. Sa communauté doit se déplacer, non seulement loin de la côte, mais plus haut dans les anciennes montagnes, à la poursuite de l'air plus rare et plus frais. Et pourtant, la vie est résiliente. En bas, dans les parties les plus profondes et les plus sombres du Nouveau Monde, quelque chose est toujours en vie. Les évents hydrothermaux, ces cheminées volcaniques au fond de l'océan, n'ont jamais eu besoin de la lumière du soleil pour commencer. Ici, dans l'obscurité écrasante, des écosystèmes entiers ont toujours prospéré grâce à l'énergie chimique suintant du noyau de la Terre. Les bactéries chimiosynthétiques, les vers tubicoles géants, les crabes aveugles. Pour eux, l'apocalypse qui a décapé la surface a à peine été remarquée. En fait, avec la disparition de l'immense pression de l'eau, il pourrait même commencer à s'étendre, s'adaptant au nouvel environnement à basse pression. D'étranges champignons bioluminescents pourraient commencer à se propager sur les plaines abyssales, se nourrissant des sédiments riches en produits chimiques et des détritus du monde mort d'en haut. Le fond océanique sombre et vide commencerait à scintiller d'une vie nouvelle et étrangère. L'ultime résistance de l'humanité serait étrange. Nous deviendrions une espèce de charognard explorant les profondeurs. Des équipes en combinaison pressurisée avancée descendraient dans les abysses. Non pas pour des trésors, mais pour des ressources. Ils exploiteraient les hydrates de méthane gelés sur les plateaux continentaux pour l'énergie. Ils exploreraient les épaves à la recherche de matériaux conservés. Ils navigueraient dans les canyons de la dorsale médio-atlantique, une nouvelle frontière plus hostile et étrangère que la Lune. Cora devient l'une de ces exploratrices. Sa génération connaît les histoires de la planète bleue comme des mythes. Elle marche sur le fond de l'Atlantique Nord, les lumières de sa combinaison fendant le crépuscule éternel et poussiéreux. Elle voit le Titanic, non pas comme une relique engloutie, mais comme un monument sur une vaste plaine sombre. Elle voit les squelettes de baleines bleues, plus grands que n'importe quel bâtiment qu'elle connaît, à moitié enfouis dans le limon, leurs eaux abritant désormais des écosystèmes de champignons luisants. Le plus grand secret révélé par les océans asséchés n'était pas une cité perdue de l'Atlantide ou l'antre d'un kraken. Le secret était l'océan lui-même. Nous l'avons toujours vu comme un élément de notre planète, une grande étendue d'eau remplissant les points bas.
Mais nous avions tort. Il n'était pas sur la Terre. Il en faisait partie. C'était le système circulatoire de la planète, ses poumons et son cœur. Vider les océans, ce n'était pas comme vider une piscine. C'était comme vider le sang d'un être vivant. Et tandis que Korra se tient sur le cœur mort de son monde, regardant le faible soleil orange à travers un ciel qui ne sera plus jamais bleu, elle comprend la vraie leçon. Nous n'avons jamais vécu sur une planète. Nous vivions à l'intérieur d'une machine vivante, géante, incroyablement complexe et fragile. Et nous venons de découvrir ce qui se passe quand on enlève la partie la plus importante.